Alors, avant de, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ceux qui sont restés ici, hein, c'est les plus courageux, pour parler d'une thématique qui semble pas très intéressante parce qu'il y a beaucoup de physiopathes, mais j'aimerais poser une question au départ. Qui c'est qui connaît les probiotiques? À main levée. Probiotiques. Ah, nous. Alors, psychobiotiques. Voilà. Donc ça donne un intérêt à la présentation et c'est une nouvelle donnée. Donc on va parler pour la première fois des psychobiotiques puisqu'on nous demande de parler de l'interaction entre cerveau et intestin. Alors pour définir le microbiote, je pense que ça c'est des données que vous connaissez tous, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un environnement spécifique. Ça veut dire que vous allez avoir un microbiote intestinal, un microbiote vaginal, un microbiote pulmonaire. Et donc, c'est très différent en fonction du site. Alors, il faut savoir que le microbiote, c'est un organe dans l'organe. Et en fait, c'est essentiellement au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Et si vous prenez l'ensemble des micro-organismes, vous les pesez, c'est 2 kg. D'accord? C'est vraiment un organe, ça pèse plus que le foie. Et c'est 100 fois plus de génome humain. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble du génome humain, ben c'est à 99% lié au microbiote intestinal. Alors, c'est un microbiote qui est très diversifié. Donc, en gros, on a 2000 espèces qui peuvent coloniser l'intestin, le tube digestif, parce qu'il n'y a pas que l'intestin. Et finalement, il n'y a qu'entre 160 et 200 espèces qui sont présentes chez chacun de nous. D'accord? Alors, plus on avance dans le tube digestif, plus il y a de concentration de souches. Donc, vous voyez que c'est essentiellement au niveau de la région iléocécale et au niveau du côlon. Et il y a une particularité du microbiote, c'est que le microbiote, il est stable dans le temps. Une fois que vous l'avez au niveau de l'âge de 2 à 6 ans, ben, il est stable dans le temps. Et vous voyez ici, même quand vous donnez des antibiotiques, ben, ça change et puis à 2 mois, vous avez le même microbiote qui revient à l'état initial. Alors, très difficile pour l'exploration, ça c'est une caractéristique du microbiote. On ne peut pas demander une exploration du microbiote comme on demande un ECBE, une coproparasitologie des selles. En fait, on utilise ce qu'on appelle la métagénomique pour voir l'ensemble des séquences bactériennes au niveau de l'intestin. Et donc, c'est très compliqué. Ça reste du domaine de la recherche. Alors, le microbiote intestinal, il a beaucoup de rôles. Il a un rôle de trophicité, et ça, on le sait, quand vous voyez quelqu'un qui a une colostomie, ben finalement, le tube digestif en aval, il est atrophique, puisqu'on a besoin de ce microbiote pour nourrir la muqueuse digestive. Il a un rôle pour la motricité, donc il simule le transit intestinal et il a un effet nutritionnel métabolique, donc il aide à l'absorption du sucre, des protéines, des graisses, des acides biliaires, des xénobiotiques. Il est très important pour la fermentation et c'est en fait à cause de ça qu'on a de la fermentation et donc on a des gaz et ça explique un peu le syndrome de l'intestin irritable et la fermentation. Alors, certaines bactéries sont capables de synthétiser des vitamines, donc la vitamine P2, la vitamine P5, la vitamine P6, la vitamine H ou vitamine B8, la vitamine P12 et la vitamine K. Le microbiote aussi a un effet de barrière, il aide à la résistance à la colonisation, donc il va être un rempart contre les bactéries qui vont être au niveau du milieu extérieur. Donc, il va éliminer totalement la souche exogène. Il va stimuler l'immunité locale et générale. Il aide à l'héméostasie intestinale et il a un effet antitoxine. Alors, il est très important de savoir qu'il y a un axe cerveau-intestin, ce qui va expliquer qu'on va traiter, et c'est pour ça que j'introduis cette notion de psychobiotique, on commence à s'intéresser au rôle des probiotiques. Alors, quand les probiotiques ont des effets centraux, on ne les appelle plus probiotiques, on les appelle psychobiotiques. D'accord? Et ça, c'est la nouvelle donnée. En fait, vous savez tous que pour le syndrome de l'intestin irritable, maintenant, c'est une donnée absolue que les probiotiques marchent sur le syndrome de l'intestin irritable. Non seulement ça marche, mais c'est un traitement de première ligne. On va revenir dessus.
Mais pour expliquer un peu cet axe cerveau-intestin, il faut savoir que le cerveau et l'intestin communiquent. En fait, il y a le nerf vague entre les deux. Et en fait, sur la communication entre le microbiote et le cerveau, vous savez que le lieu de synthèse de plus du GABA et de la sérotonine, c'est au niveau de l'intestin. Ce n'est pas au niveau du cerveau. Donc, il y a la production, l'expression, le turnover, essentiellement du sérotonine, du GABA, mais aussi de ce facteur-là, c'est le facteur neurotrophique, le BDNF. Il y a la protection intestinale, la barrière intestinale. Il y a des métabolites bactériens qui vont moduler en fait le métabolisme intestinal et il y a la régulation immune locale. Et puis, du cerveau vers l'intestin, vous avez le nerf vague qui va en fait stimuler la sécrétion du mucus et du biofilm. Il va augmenter ou diminuer la mobilité. Il va moduler la perméabilité intestinale. Et donc, vous voyez que le cerveau et l'intestin communiquent à travers le nerf vague, mais surtout à travers cette cellule. Moi, je ne sais pas si vous connaissez cette cellule, c'est la cellule entérochromaffine. En fait, vous avez des pseudopodes, c'est des formes de terminaisons nerveuses où vous avez en fait des terminaisons nerveuses du nerf vague qui vont vers ces pseudopodes de cette cellule entérochromaffine, et c'est là où il y a la sécrétion de la sérotonine, d'accord? Et en fait, le microbiote, c'est lui qui va présenter à ces cellules-là le tryptophane, qui est le précurseur de la fabrication de la sérotonine. Alors, vous avez vu le microbiote. Le microbiote peut être dans deux situations, soit une situation de biose, soit une situation de dysbiose. Et quand vous avez de la dysbiose, il y a plusieurs raisons d'avoir cette dysbiose. Il y a l'insuffisance de mastication, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a l'antibiothérapie, il y a le stress, il y a les infections intestinales, mais il faut retenir, c'est essentiellement le rôle de l'alimentation moderne. Et plus on va dans des pays qui sont industrialisés, plus on a de la dysbiose et on a des pathologies qui sont liées à la dysbiose. D'accord ? Alors, les pathologies où on pense qu'il y a un rôle de la dysbiose, il y a des pathologies où on a des traitements. On va moduler ce microbiote à travers les probiotiques. Vous allez aussi voir aussi le rôle des psychobiotiques. Et il y a des pathologies où on sait qu'il y a un rôle du microbiote, mais on n'est pas arrivé encore à trouver les probiotiques qui marchent. D'accord ? Donc, vous avez le syndrome de l'intestin irritable. Et je vous ai expliqué que c'est une indication, un traitement par probiotique en première ligne, ça c'est de l'acquis. D'accord ? Vous allez voir toutes les recommandations qui illustrent cette indication. Vous avez la colite à Clostridium difficile. Ça, c'est une indication des probiotiques, mais aussi de la transplantation fécale. Il y a une seule indication à la transplantation fécale actuellement, c'est la colite à Clostridium difficile. C'est une indication qui est très rare. Je pense que personne n'a vu de colite à Clostridium. C'est extrêmement rare. Il y a la maladie de Crohn et RCH. On sait, vous allez voir qu'il y a des arguments en faveur de la dysbiose au cours de la maladie de Crohn et de RCH, mais on n'a pas encore de probiotiques pour traiter ces maladies. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez le rôle du microbiote dans la genèse de l'obésité et du diabète. Vous avez la maladie cœliaque, vous avez l'allergie, vous avez l'asthme, vous avez le cancer, vous avez surtout le cancer digestif, vous allez voir, vous avez l'autisme et vous avez l'athérosclérose. Et concernant le rôle en fait, du microbiote dans la genèse des maladies inflammatoires, en fait, là où il y a le plus de microbiote, là où il y a la maladie inflammatoire de l'intestin. En fait, c'est la région iliocécale, c'est essentiellement là où on a le maximum de microbiote. Il y a aussi un rôle du microbiote dans la genèse de la stéatose et de la stéatohépatite. Et vous savez que pour avoir de la stéatohépatite, il faut avoir des liposaccharides bactériens, en fait, qui proviennent de ce microbiote, et c'est ça qui va donner de l'inflammation et la sécrétion du TNF-alpha. Il y a aussi un rôle du microbiote dans la genèse et la progression des cancers coliques. Et regardez ici, ils ont pris des rats, ils ont fait de la cancérogénèse expérimentale en présence de microbiote et en absence de microbiote. Et quand vous n'avez pas de microbiote, vous avez moins de tumeurs en taille et en nombre. Ça veut dire que le microbiote, il a un rôle dans la genèse du cancer et dans sa progression. Et puis vous avez, je pense que vous connaissez cette diapositive, le rôle
du microbiote dans la genèse de l'obésité. Regardez ici, en fait, l'obésité, c'est une maladie qui est transmissible chez le rat. On prend un rat qui est obèse, c'est des rats qui sont génétiquement obèses. On prend leur microbiote, on le transplante chez un rat qui est maigre. Et regardez, quelques semaines après, il devient gros. D'accord? Et finalement, on a essayé ça chez l'homme, ça ne marche pas parce que l'homme est beaucoup plus complexe qu'un rat de laboratoire, mais ça veut dire qu'il y a un rôle du microbiote dans la genèse de l'obésité. Alors, comment on peut moduler ce microbiote? On a les probiotiques, les prébiotiques, les symbiotiques. Je ne reviens pas sur les définitions parce que vous les connaissez. Et vous avez aussi la transplantation fécale. Alors, transplantation fécale uniquement utilisée dans la colite à Clostridium difficile, dans les colites pseudo-membraneuses. Alors, je passe sur les probiotiques parce que vous connaissez très bien les probiotiques. Il faut juste faire un rappel des souches. Il y a les souches Lactobacillus, la famille Lactobacillus, où vous avez le Lactobacillus plantarum, reuteri, rhamnosus, vous avez les Bifidobacterium, Animalis, Bifidum, Infantis, et vous avez le Bacillus clausii, vous avez le Saccharomyces cerevisiae et l'Escherichia coli nicelle. Alors, une application claire de la modulation du microbiote, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Je pense que tout le monde ici est au courant que le syndrome de l'intestin irritable, on peut le traiter en première ligne par des probiotiques. Donc, je passe sur le diagnostic. En fait, on peut utiliser les critères de ROM4, voir s'il n'y a pas de signes rouges, faire un bilan minimum et faire une coloscopie quand on a des signes rouges. Donc, je ne reviens pas sur ça. Je reviens sur l'efficacité des probiotiques concernant cette indication. Regardez ici les premières études. 700 patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable par rapport à 575. Réponse globale 53% versus 27%. On double le taux d'efficacité par rapport au placebo, qui est déjà haut, puisque c'est une pathologie qui est fonctionnelle. Des méta-analyses qui prouvent que les probiotiques marchent sur le syndrome de l'intestin irritable. Là, vous avez une méta-analyse où vous avez 50% de plus d'efficacité par rapport à un placebo. On sait même qu'on commence à reconnaître quelles sont les souches qui marchent sur le syndrome de l'intestin irritable. D'accord? Donc, vous avez le Bacillus coagulans, vous avez le Lactobacillus plantarum, vous avez le Saccharomyces boulardii et vous avez le Saccharomyces cerevisiae. Ça, c'est les souches qui marchent le mieux sur les méta-analyses concernant le syndrome de l'intestin irritable. Et je vous ai dit que pour le syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas l'évidence qui manque, ce n'est pas les recommandations qui manquent pour le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Donc, vous avez les recommandations internationales, vous avez les recommandations coréennes, vous avez les recommandations japonaises qui disent que les probiotiques marchent sur le syndrome de l'intestin irritable. Et vous avez finalement les recommandations anglaises, là parce que ça répond à une question très importante, quelle durée donner pour un traitement probiotique? Alors la réponse c'est combien? Si je change pour voir, est-ce que vous suivez? 12 semaines. Alors c'est 12 semaines et si ça ne marche pas, il faudrait changer de classe thérapeutique pour le syndrome de l'intestin irritable. Maintenant, les gens se sont posé la question puisqu'il y a une prévalence très élevée de l'anxiété et de la dépression au cours du syndrome de l'intestin irritable. Et comme il y a cet axe cerveau-intestin, est-ce qu'on ne pourrait pas moduler le microbiote intestinal pour avoir un effet psychique? Et donc, on va appeler ces probiotiques des psychobiotiques. D'accord? Et donc, déjà, on sait que, par exemple, le syndrome dépressif est très fréquent chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable. 36% des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont une dépression, quel que soit le type du syndrome de l'intestin irritable, avec constipation, mixte ou avec de la diarrhée. Même chose, une prévalence très élevée de l'anxiété. 44% des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils ont de l'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété et de dépression chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, et les patients qui ont des troubles digestifs, ils sont à risque de développer une dépression. Ça, c'est à double sens. Vous avez beaucoup de dépression et d'anxiété
au cours du syndrome de l'intestin irritable. Et les patients qui ont des symptômes digestifs vont finir par faire une dépression. Donc, il y a une relation. Ça, c'est une étude espagnole où on a vu qu'il y a une augmentation de la fréquence de l'incidence de la dépression chez les patients qui ont des troubles digestifs comme facteur de risque. Et en plus, on a commencé à étudier in vitro les effets des probiotiques, on va appeler psychobiotiques, sur la modulation de l'axe cerveau-tube digestif. Et donc, il y a plusieurs mécanismes. Il y en a essentiellement 4, mais on va retenir 2. En fait, il y a un effet qui est anti-inflammatoire. Il va diminuer l'inflammation qui est incriminée. En fait, il y a de la micro-inflammation au cours cérébral, au cours de la dépression et de l'anxiété. Et il y a une modulation des neurotransmetteurs. En fait, il va diminuer le catabolisme des marqueurs de la sérotonine. Donc, en fait, on va garder la sérotonine. Et regardez ici, par souche, regardez ici, par exemple, vous avez le lactobacillus, par exemple, plantarum, il augmente la dopamine. Le bifidobacterium brevi, il augmente le BDNF, le facteur neurotrophique. D'accord? Vous avez une activité aussi des psychobiotiques pour diminuer, ici par exemple, le lactobacillus helveticus diminue le cortisol. Vous avez un troisième mécanisme, c'est la diminution des interleukines inflammatoires, d'accord, et une augmentation des interleukines anti-inflammatoires. Donc vous avez des éléments sur le plan physiopathologique qui laissent prévoir que ces psychobiotiques pourraient moduler l'activité cérébrale, ça veut dire diminuer l'anxiété et diminuer la dépression. Et donc, in fine, certains probiotiques peuvent augmenter la sérotonine, augmenter le BDNF, augmenter la dopamine, diminuer les cytokines inflammatoires, augmenter les cytokines anti-inflammatoires et diminuer le cortisol. Donc tout ça, c'est très bien, c'est en termes de laboratoire. Est-ce que ça marche chez l'homme? Est-ce qu'il y a des études? Alors, très belle. Alors, je vais avoir tous les psychiatres sur le dos. Hein. Alors, regardez ici, vous avez une méta-analyse qui a été publiée en 2024. Et en fait, quand vous avez ce genre d'études, quand ça démarre, par exemple, c'est ce qu'on avait au départ pour le syndrome de l'intestin irritable, tout le monde mettait une souche ou plusieurs souches, donc il y a une hétérogénéité des souches. Il y a une hétérogénéité de la durée. Est-ce qu'on donne ça avec un antidépresseur ou sans antidépresseur, ou avec un anxiolytique ou sans anxiolytique? Et regardez ici, sur cette méta-analyse de 2021, ils disent que les psychobiotiques marchent légèrement sur l'anxiété. Donc pour l'anxiété, on peut oublier. Mais pour la dépression, regardez ici, les psychobiotiques émergent comme une option thérapeutique qui pourrait soit être en supplément d'un traitement antidépresseur, soit carrément le remplacer. Alors ne dites pas, s'il vous plaît, n'arrêtez pas les traitements chez les patients qui sont dépressifs, mais c'est juste une ouverture, on vous explique que vraiment, il y a des essais, et vous allez voir que, par exemple ici, il y a un essai prospectif randomisé, 47 patients, j'ai fait la même présentation chez les psychiatres, à la MEF, dans la même salle, et je ne me suis pas fait que des amis, mais finalement, en fait, on comprend que la modulation du microbiote intestinal pourrait avoir des effets du psyché. D'accord? Et regardez ici, étude prospective randomisée, 47 patients avec des pressions majeures. Ils ne sont pas pris les dépressions simples, 25 patients placebo, et ils ont donné le bifidobacterium brevi. Rappelez-vous que ça marche sur le syndrome de l'intestin irritable. Et regardez, il y a une amélioration de la dépression dans le groupe probiotique, et en fait, le mécanisme, c'est la réduction significative du turnover de la sérotonine par rapport au placebo. Donc, il y a moins de dégradation de la sérotonine. Ça, c'est des essais cliniques. Ce n'est pas le rat, c'est des essais cliniques qui sont publiés. Il y a même une méta-analyse qui voit les effets biologiques chez l'homme. Et regardez ici, vous avez moins de CRP, donc moins d'inflammation. Vous avez plus de BDNF, ça c'est un facteur neurotrophique du cerveau, et vous avez plus d'acide nitrique en fait qui va faire une vasodilatation au niveau des vaisseaux du cerveau. Et je finis par cette très belle diapositive où on a comparé un peu les souches qui marchent sur le syndrome de l'intestin irritable
et sur la dépression et l'anxiété. En fait, il y a de l'intersection. En fait, on peut traiter le syndrome de l'intestin irritable en améliorant aussi la dépression et l'anxiété. Et regardez ici, ce qui est positif ici et ici, vous avez le Bifidobacterium coagulans. Ben, il marche en fait sur les symptômes dépressifs et sur les signes digestifs. Le Lactobacillus plantarum, d'accord, vous avez des souches multiples, le Streptococcus thermophilus, le Bifidobacterium breve, le Bifidobacterium longum. Ça marche sur les symptômes dépressifs, mais aussi sur les signes digestifs du syndrome de l'intestin irritable. Et vous avez le Bifidobacterium breve, le Bifidobacterium longum, et qui marche aussi bien sur la dépression que sur le syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, on peut moduler, en fait, cet axe-là est très important à étudier parce qu'on peut traiter bien évidemment par probiotiques, et ça c'est un acquis actuellement en gastro-entérologie par les probiotiques, mais ce qui est de nouveau maintenant, c'est cette notion de psychobiotiques qui peuvent améliorer en fait les signes dépressifs, mais aussi améliorer les signes digestifs, et ça illustre un peu cette interaction intestin-cerveau, et je vous remercie.